Bonjour à tous et merci de vous être connectés aujourd'hui pour le webinaire organisé par Richelieu Gestion sur MiFID II. Donc, j'en profite également pour remercier toutes les équipes d'Occur qui ont organisé cet événement et également Stanislas Duval de la Guerre, donc qui est notre référent en ESG au niveau de Richelieu Gestion, pour son intervention et toute la préparation qu'il a pu faire pour l'occasion. Un petit mot de quelques secondes sur Richelieu Gestion, c'est également ce webinaire, la traduction de tout ce qui a été mis en œuvre au niveau de Richelieu Gestion ces derniers temps, avec d'abord une volonté d'apporter un peu plus d'international sur notre offre de gestion, que ce soit de la gestion sous mandat et de la gestion collective, mais également l'insertion de tout ce qui est durabilité à l'intérieur de cette offre, qui a évolué année après année jusqu'à l'arrivée de Stanislas dans le courant 2022. Le webinaire traduit également notre volonté d'être présent auprès de nos partenaires pour essayer d'apporter de l'information, de la valeur. Donc, ça se fait via des fois des meet-up avec l'intervention d'Alexandre Aizé dans nos bureaux parisiens ou lyonnais, mais également grâce au webinaire aujourd'hui qui va traiter un sujet qui est pleinement d'actualité et qui concerne toutes les parties prenantes de la partie placement, qui est MiFID II. J'espère que cela vous intéressera. Vous avez un petit onglet en bas à droite où il y a écrit questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je serai là pour faire le modérateur de la présentation et pouvoir les transmettre à Stanislas, soit pendant, soit à la fin. Et je vous souhaite une excellente écoute. Stanislas, à toi. Parfait. Merci beaucoup, Alain. Bonjour à tous. Alors, MiFID II, c'est une réglementation en finance durable qui demande aux acteurs financiers de proposer à leurs clients un questionnaire afin d'exprimer leurs préférences en termes de durabilité. Donc, c'est une réglementation qui leur permet de s'exprimer et de pouvoir sélectionner certaines options supplémentaires qui sont extra-financières en plus du financier. Donc, comme tout projet et comme toute implémentation d'une réglementation, on va dire que le diable se cache dans les détails. C'est ce qu'on va pouvoir discuter et exprimer dans cette présentation pour y voir un peu plus clair sur cette réglementation. Ce webinaire, ça va se diviser en 3 parties. La première partie, on va rappeler le questionnaire, les fameuses questions qu'il faut poser aux clients. Deuxième partie sera sur les challenges d'implémentation. Quels sont les différents challenges que les acteurs financiers ont pour pouvoir implémenter ce fameux questionnaire. Et pour terminer, on va vous donner un exemple concret, celui de Richelieu Gestion. Donc, tout d'abord, on va parler du questionnaire. Qu'est-ce que ce questionnaire? Quelles sont les questions à poser aux clients? Il s'agit donc de MiFID II. MiFID II est le Market in Financial Instrument Directive qui demande les préférences en matière de durabilité aux clients. Il y a 3 questions à poser. La première, c'est le pourcentage d'alignement à la taxonomie européenne. La deuxième question, c'est le pourcentage d'investissement durable au sens de SFDR. Et la troisième question, c'est la prise en compte, oui ou non, des incidences négatives, ou plus communément appelées les PAI. Comme vous pouvez voir, ce sont quand même 3 termes, 3 questions qui sont techniques. Donc, il faut pouvoir être assez pédagogue pour l'expliquer aux clients, déjà en premier lieu, le comprendre nous-mêmes, et pouvoir l'expliquer de façon claire aux clients. C'est ce qu'on va pouvoir faire déjà dans un premier temps. Première question, c'est la taxonomie. Qu'est-ce que c'est? La taxonomie est une classification des activités qui sont durables, dites, pour dire vertes. On parle d'éligibilité à un des 6 objectifs environnementaux. On parle d'environnement, toujours. On ne parle pas de social ni de gouvernance, on parle uniquement d'environnement. Il y a 6 objectifs. Il y en a 2 qui ont été mis en application en 2022, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. En 2023, cette année, donc, les 4 autres ont été mis en application. La biodiversité, la pollution, l'économie circulaire, l'eau et les ressources. On va dire, il y a, par exemple, sur les 2 premiers objectifs, il y a une centaine d'activités qui sont dites éligibles. Actuellement, on n'a pas encore le nucléaire et le gaz qui est en train d'être ajouté pour information. Donc, on a ces activités qui sont dites éligibles à l'un des ou plusieurs des 6 objectifs émis par la taxonomie. Donc là, on parle d'éligibilité. Vous voyez bien que dans le questionnaire, on nous demande l'alignement.
Quelle est donc cette différence entre éligibilité et alignement? Donc, on rappelle une centaine d'activités qui répondent à un des 6 objectifs. On prend ces activités-là, on vérifie qu'il y a des garanties minimales, des exigences techniques et qu'il n'y a pas de préjudice. Le DNSH est Do No Significant Harm, donc pas de préjudice sur un des autres objectifs. Et derrière, une fois qu'on a vérifié tout ça, on vérifie cette activité-là en pourcentage par rapport soit au chiffre d'affaires, soit au CAPEX, soit aux OPEX. Vous voyez bien qu'on ne fait pas de distinction entre les activités qui sont vertes, donc qui sont durables, celles qui seraient, on pourrait dire, grises, qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, et celles qui sont marrons, qui émettent des gaz à effet de serre. Pour donner un peu un exemple concret, prenons RWE, qui est l'équivalent d'EDF, qui est électricien allemand. 30% de le chiffre d'affaires est sur le charbon. Donc on voit, et par contre, à côté de ça, ils ont énormément investi dans les énergies renouvelables, notamment l'éolien. Et un peu plus de 10% de leur chiffre d'affaires est sur les activités éoliennes, donc qui rentrent dans l'éligibilité de la taxonomie. On va dire que pour le premier objectif, RWE est aligné à plus de 10% par rapport à son chiffre d'affaires sur la taxonomie. Et étant donné qu'ils investissent énormément, si on regarde par rapport au CAPEX, on est à plus de 80% de leur CAPEX est aligné à la taxonomie. Là, je vous donne un exemple qui a des données et sur les chiffres d'affaires et sur les CAPEX. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises. Donc, c'est vraiment un cas particulier, mais on explique bien la différence dessus. Il faudra donc décider si vous choisissez d'aligner par rapport au chiffre d'affaires ou au CAPEX ou aux OPEX. Un autre exemple de la taxonomie, c'est celui de l'AMF, qui nous donne 4 activités: installation éolienne, barrage hydraulique, production d'hydrogène et trading d'électricité verte. Ici, comme je disais, l'installation éolienne contribue à un objectif, n'impacte pas un autre des 6 objectifs, un autre des 5 autres objectifs, a des garanties minimales, donc ça coche tout, c'est aligné à la taxonomie. Exemple RWE. Un barrage hydraulique, malheureusement, il peut avoir un impact sur la biodiversité. Exemple, s'il y a un réservoir qui est artificiel, il va avoir un impact dessus. Donc, il s'arrête avant. Il n'est pas aligné à la taxonomie. Par contre, s'il n'a pas un barrage et un réservoir qui n'est pas artificiel, là, il peut être aligné à la taxonomie. C'est une petite nuance. Production d'hydrogène, il faut pouvoir prouver qu'il contribue à un objectif. Donc, si, par exemple, on prend de l'hydrogène qui est verte, ça aide. Si il y a hydrogène grise, là, ça ne va peut-être pas contribuer. Donc, il y a encore une fois des petites nuances. Pour terminer, le trading d'électricité verte, il n'est tout simplement pas dans la liste des activités listées par la taxonomie. Voilà déjà un exemple sur la taxonomie. Donc ça, c'est la première question qu'il faut poser au client. Il faut bien lui expliquer qu'on parle d'activités qui sont durables, vertes, avec des nuances. Et ces activités-là, en fait, si l'entreprise a des activités qui sont polluantes, ça ne va pas venir netter ou effacer les activités qui sont vertes. Encore une fois, exemple de RWE, qui serait aligné à plus de 10% par rapport à ses chiffres d'affaires, alors que 30% de son chiffre d'affaires est sur du charbon et un peu plus de 50% de son chiffre d'affaires total est sur des activités d'énergie fossile. Donc, on voit qu'il y a des nuances, il faut pouvoir les expliquer à votre client. Donc, pardon, là-dessus. Deuxième partie, ce sont les 2 autres questions, viennent de SFDR. Alors, SFDR, vous avez probablement tous entendu parler. Il s'agit du Sustainable Financial Disclosure Regulation. Cette réglementation a défini, tout le monde en a entendu parler, les fonds sous forme de 3 types d'articles. Article 6, c'est un fonds qui n'a aucune caractéristique environnementale ou sociale. Article 8, il fait la promotion des caractéristiques E et S. Et pour terminer, le 9, il a un objectif E et S et il doit pouvoir le mesurer avec des indicateurs et sur le temps là-dessus. Donc ça, ce qui est très connu sur la partie SFDR. Au sein des SFDR, 2 concepts qui ont été définis par cette réglementation sont repris par MiFID II. On a l'investissement durable, au sens de SFDR, et les PAI, les Principal Adverse Impact, qui sont des indicateurs de performance. Donc en premier, on va parler d'investissement durable. SFDR le définit de la manière suivante. Il doit être une activité économique qui contribue à un objectif environnemental et social. Cet objectif ne cause pas de préjudice à un autre objectif E ou S.
Et pour terminer, les entreprises appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Comme vous pouvez voir, c'est une définition qui est assez large, pas très précise. C'est là où peut être un peu la limite de l'implémentation. Si on doit être capable de mesurer cet investissement durable avec des indicateurs clés. Actuellement, il n'y a pas de méthodologie ou de définition officielle au niveau de l'Union européenne. Donc, chaque gestionnaire doit mettre en place sa propre méthodologie propriétaire. Donc, chaque gestionnaire, sa société ou acteur financier a sa propre définition de ce que c'est un investissement durable. Il doit bien évidemment les définir et l'expliquer de façon concrète. Troisième question, ce sont la prise en compte, oui ou non, des principales adverses impacts. Donc, les indicateurs, soit des indicateurs d'impact E, S ou G. On va parler en premier des 14 qui sont obligatoires, qui sont les plus connus, qui sont à suivre au niveau des entités, des titres vifs, entreprises. On va les diviser en 3 parties. Au premier groupe, on va parler des gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre, on a plusieurs types d'indicateurs, comme les émissions de gaz à effet de serre ou encore l'intensité carbone. Pour donner un ordre d'idée et expliquer la différence, l'émission de gaz à effet de serre, c'est vraiment l'émission totale dans l'entreprise. Tandis que l'intensité carbone, on va prendre cette émission et on va la diviser par rapport au revenu de l'entreprise. Donc, on le rebase par rapport à la taille de l'entreprise. Pour donner un exemple, on reprend RWE et on prend EDF pour les comparer. EDF émet légèrement plus de gaz à effet de serre que RWE. Sauf que EDF a un revenu, un chiffre d'affaires 3,4 fois supérieur à RWE. Donc, son intensité carbone est bien inférieure. Donc, il faut bien indiquer quels sont les indicateurs qui sont les plus intéressants à suivre. Un deuxième groupe d'indicateurs sont la biodiversité, l'eau et les déchets. Et le troisième groupe qu'on peut indiquer, ce sont tout ce qui est social et gouvernance, comme les violations ou non des principes de l'ONGC, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, ou encore l'exposition aux armes controversées, sachant que le dernier est déjà quelque chose d'européen à suivre obligatoirement pour tout le monde. Donc ça, ce sont les 14 qui sont obligatoires. Au total, ces fameux PAI, il y en a 64. Et il n'y en a que 18, c'est déjà pas mal, 18 qui sont à suivre. Les fameux 14 qu'on vient de voir au niveau des entreprises cibles, 2 au niveau des govies et 2 au niveau de l'immobilier. Donc après, libre à vous de suivre les autres indicateurs, oui ou non. En tout cas, il faut obligatoirement en proposer 14 à vos clients. Donc là, on vient bien voir les 3 questions individuellement, et ces termes techniques qu'il fallait définir, parce que c'est quand même des termes importants, et forcément, le client, il ne s'y retrouve pas si on ne comprend pas les termes. Donc, on va revenir sur les PAI. Chaque PAI a une méthode officielle de calcul, mais il y a certains détails qui manquent. Et par contre, sur les PAI, les limites ne sont pas indiquées. C'est encore une fois au gestionnaire de définir les limites à mettre en place dessus. Donc, je reviens, excusez-moi, sur la partie finale. On va résumer les 3 questions. MiFID II, c'est quoi? Ce sont donc 3 questions. La première, la taxonomie, avec ses activités qui sont éligibles à 6 objectifs et il faut indiquer le pourcentage d'alignement. La deuxième question sur l'investissement durable, qui est une définition propre à chaque gestionnaire. Et pour terminer, les fameux PAI où on indique celui ou celle qu'on souhaite suivre. Stanislas, je vais t'interrompre 30 secondes. Nous avons reçu une question concernant les calculs du respect de la taxonomie avec une demande qui est: est-ce des calculs réalisés par des agences de notation ou par nos soins en tant que société de gestion? Actuellement, ce sont principalement des sociétés de sources de données extra-financières qui vont nous donner les estimations sur la taxonomie. On va le voir justement dans les challenges d'implémentation qui vont venir après. Et je préfère effectivement qu'on pose les questions à la fin. Il y a un Q&A. Et donc, on va parler effectivement de toutes ces contraintes et toutes ces limites, dans la deuxième partie, justement après ce graphique résumé. On parlera effectivement de comment on implémente tout ça. Donc, pour revenir sur ce graphique, j'en précise une chose. Là, on parle de 2 réglementations différentes qui sont reprises par MiFID II, SFDR d'un côté, qui a les 2 dernières questions, et la taxonomie d'un côté. C'est 2
réglementations qui ont été écrites différentes. Donc, maintenant qu'on a défini les 3 questions, comment elle implémente? Donc, il y a des challenges forcément pour implémenter cette réglementation-là. Les premiers challenges sont les méthodologies de calcul. Comme on l'a précisé, il y a certains calculs qui ne sont pas précis. Donc, il y a certains calculs, indicateurs qu'il faut suivre, qui sont des expositions, des performances. Il y a certains détails que les régulateurs ne nous ont pas donnés. Donc, c'est à nous de les définir le meilleur des manières, de la façon la plus pragmatique. Un autre challenge de calcul, c'est l'approche par transparence. Si vous avez un mandat avec des fonds dedans, il faut pouvoir transpariser les fonds sous-jacents. Donc là encore, si vous avez des fonds internes, on peut transpariser de façon assez facile. Vraiment, c'est plus compliqué pour des fonds externes, donc des mandats externes avec des fonds externes. Et c'est là où vient jouer le fichier qui s'appelle le fichier EET, le European ESG Template. C'est un fichier qui a été créé par la société Findatex qui permet de regrouper en un seul fichier toutes les contraintes, toutes les limites et tous les indicateurs qui sont demandés par l'ensemble des réglementations européennes. Donc ça, donc voilà, première limite d'implémentation sont les méthodologies de calcul. Pour donner un exemple, et c'est le cas un peu extrême que j'ai pris comme exemple, c'est le PAI numéro 1 qui sont les émissions de gaz à effet de serre en tonnes d'équivalent de CO2. Il ne s'agit pas d'une moyenne. On va calculer la tonne de CO2 en fonction de la quantité d'argent qu'il y a dans le mandat ou le portefeuille. Donc, si on prend 2 mandats à répartition égale, le PAI numéro 1 sera multiplié par la différence de taille. Pour concrètement, ça veut dire quoi? Si on prend exemple ici, on a le mandat 1 et le mandat 2. Le mandat 1 a 400 000 sous gestion, le mandat 2 a 4 millions sous gestion. Vous voyez qu'ils ont la même répartition au niveau du fonds, sauf que le PAI 1 sera 10 fois, la tonne de CO2 sera 10 fois supérieure pour le mandat 2 par rapport au mandat 1. Donc on voit qu'il y a certains cas particuliers, comme celui-là, qui est vraiment le cas le plus extrême, je vous rassure. Donc, il est vraiment très compliqué de pouvoir suivre dans le temps cet indicateur et surtout, ils mettent des limites de comparer entre 2 fonds. Donc, il y a certaines limites d'implémentation à ce niveau-là et notamment de contrôle et de contraintes. L'autre challenge d'implémentation sont les données disponibles. Donc là, effectivement, on va, par rapport à la question qui a été posée, c'est souvent des fournisseurs de données extra-financières qui vont nous donner vont avoir toutes ces données-là et ils vont les partager. Les données disponibles officielles sont normalement demandées par une autre réglementation, qui est celle-là au niveau des entreprises, pas seulement des acteurs financiers, entreprises financières, mais des acteurs globaux. C'est-à-dire, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive qui va demander aux entreprises de publier officiellement des données ESG, RSE, etc. Donc, ce sont toutes les grandes, moyennes, petites entreprises qui sont cotées sur le marché réglementé européen. Il y a à peu près 50 000 entreprises qui sont concernées. Il faudra publier officiellement des données sur la protection de l'environnement, la responsabilité sociale, droits de l'homme, la fameuse taxonomie, etc., etc. Ce sont les données qui vont permettre de calculer les PAI et nos différents indicateurs. La limite est que cette réglementation a été mise en application en 2023 et les premiers rapports officiels sont publiés par les entreprises de plus de 500 salariés en 2025. Ça sera en 2026 pour les entreprises de plus de 250 salariés et en 2027 pour les restantes. Donc, entre-temps, on a des données estimées. Donc, les fournisseurs de données extra-financières vont nous estimer les données en attendant. Donc, voilà un peu une image dans le temps où depuis août 2022, on nous demande de poser ce fameux questionnaire aux clients. Depuis le 1er janvier 2023, on nous demande d'indiquer de quelle manière, de quels indicateurs on publie et on calcule dans nos documents précontractuels et périodiques. Et en juin 2023, on devra faire le premier rapport sur les PAI. Sauf que les premières données officielles seront publiées en 2025 par les entreprises. Donc, vous voyez qu'il y a une petite limite qui fait qu'il y a un gap de données entre le moment où on doit publier nos données pour les acteurs financiers et les données officielles qui seront publiées. Donc, on reprend un petit peu le schéma résumé que j'ai donné tout à l'heure et on voit qu'on a cette réglementation qui vient arriver où MiFID II, on le demande depuis le août 2022 et les données seront déclarées officiellement en 2025.
Pour terminer, le troisième challenge d'implémentation, ce sont les mesures recommandées, les conseils que donnent les entités réglementaires type AMF versus les résultats. Quels sont les résultats? Comment on mesure concrètement? Quels sont les résultats? Donc, prenons par exemple l'exemple de l'AMF qui nous dit ELSA souhaiterait avoir un minimum d'alignement à la taxonomie de 15%. Prenons ça pour un exemple. Première comparaison, on voit qu'avec les données de notre provider de data Sustainalytics, qui estime les données, encore une fois, on parle de données estimées, on voit que le CAC 40 ESG et l'Eurostoxx sont autour des 2% d'alignement à la taxonomie. Donc, on voit déjà qu'il y a une petite limite sur suivre un minimum de 15% à la taxonomie. Donc, admettons qu'on veut ce minimum de 15%. On va forcément devoir piocher dans des valeurs qui sont au-dessus de 15% pour pouvoir arriver à ce chiffre-là. Donc, admettons qu'on prend un univers européen de 3000 valeurs. D'ores et déjà, sur les 3000 valeurs, il n'y en a que 1700 qui ont des données. On travaille déjà avec un univers qui est réduit. Aux réductions, si on retire toutes les données qui sont à 0% d'alignement à la taxonomie, donc qui ne sont pas alignés à la taxonomie, où il y a des données, mais ils sont à 0%, si on les retire, on n'a plus que 301 valeurs dans notre panier. Ça réduit un petit peu la difficulté. Si on est supérieur à 1%, on n'a plus que 239 valeurs. Supérieur à 5%, on n'a plus que 184 valeurs. Pardon. Et ce fameux 15%, on n'a plus que 145 valeurs. Donc, si on veut répondre au profil d'ELSA en disant qu'on veut que le mandat ait un minimum d'alignement à la taxonomie là-dessus, on va devoir piocher dans ces 145 valeurs, alors qu'on est parti d'un univers d'investissement quand même de 3000 valeurs. C'est quand même une réduction assez importante. Pour information, sur les 145, il y en a 105 qui sont au-dessus de 50% et il y en a 70 qui sont au-dessus de 75%. On voit qu'on travaille déjà avec un univers qui est très réduit, très limité. Vous vous doutez forcément de la suite. Si on travaille avec un univers qui est un peu réduit, il va forcément y avoir un biais sectoriel. Et ce biais sectoriel, il est sur l'immobilier à l'heure actuelle, sur les données, encore une fois, estimées. On va voir effectivement les différents secteurs. Si on prend l'Eurostoxx 600 d'un côté et on prend le fameux panier avec les entreprises qui sont au-dessus de 15% d'alignement à la taxonomie, on voit que l'immobilier et l'industrie sont surexposés par rapport à l'Eurostoxx. Petite précision, pour la partie finance, les banques ne sont pas encore estimées. Donc, on parle d'entreprises financières, d'activités financières hors banque. Société Générale, BNP ne sont pas encore calculées par notre fournisseur de données. Donc là, si on prend vraiment les données estimées par notre fournisseur, on voit qu'il y a bien évidemment un biais sectoriel. Pourquoi on parle d'immobilier? Forcément, on parle des rénovations des bâtiments et on parle forcément des constructions de bâtiments aux normes européennes. Forcément, pour l'instant, on estime qu'ils sont alignés. Autre challenge entre ce qui est demandé et ce qu'il faut faire, l'AMF définit que pour l'investissement durable, donc la deuxième question du questionnaire, et l'AMF définit ça comme si un placement peut être composé de 0 à 100% d'investissement durable, un placement article 9 ne devra réaliser que des investissements durables. Si on prend stricto sensu cette définition, un fonds article 9 ne devrait être que forcément qu'à 100% minimum d'investissement durable. BNP Paribas Exane, en partenariat avec Morningstar, a étudié les fameux fichiers EET dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont transmis par les fonds et les sociétés de gestion, pour savoir, il y a un champ dedans qui indique l'engagement minimum à l'investissement durable des fonds. Donc, dedans, on va dire, je m'engage au minimum à avoir X% d'investissement durable dans mon fonds, dans mon produit. Vous voyez que dans les graphiques en vert foncé, il n'y a pas beaucoup de fonds article 9 qui se sont engagés à être à 100% d'alignement d'investissement durable. Ce qui, en partie, explique, à la fin de l'année dernière, où il y a beaucoup de fonds article 9 qui ont été downgradés en article 8, parce que justement, ils devaient déclarer dans leurs documents précontractuels leurs engagements à ce niveau-là. Donc, il y a un petit mouvement, on va dire, de panique qui a fait qu'il y a beaucoup de fonds article 9 qui sont devenus article 8. C'est une des raisons. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les limites d'implémentation de ce fameux questionnaire, parce qu'il faut bien poser les questions, mais il faut pouvoir suivre à la suite. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire après?
Donc, que fait Richelieu Gestion? Comment nous, on appréhende ce questionnaire et comment on l'implémente? Déjà, on va parler du questionnaire lui-même. Pour la taxonomie, on a bien vu effectivement que le panier est très, très réduit et forcément, la taxonomie est très basse. Le pourcentage est assez bas. Donc on explique d'abord, bien évidemment, aux clients les limites de façon la plus pédagogique possible. Et ensuite, on va indiquer faible à 2%, moyen à 5% et fort à 10%. De façon la plus cohérente possible. Pour l'investissement durable, on va donner des limites qui sont plutôt classiques, faible, moyen, fort, ça sera 20%, 40%, 60%. Et pour terminer, les PAI, les indicateurs d'impact, on va plutôt les regrouper par famille. Comme expliquer un à un les 14 PAI aux clients, ça va être très long et il faut expliquer les nuances entre eux. C'est quand même beaucoup plus simple d'expliquer aux clients par groupe de PAI. Donc c'est pour ça qu'on a mis gaz à effet de serre ensemble, la biodiversité, l'eau, les déchets et pour terminer tout ce qui est social et gouvernance. C'est plus pragmatique à expliquer aux clients. Pour terminer, qu'en est-il du monitoring? De quelle manière, en fait, on va suivre, une fois qu'on a fait remplir ce questionnaire aux clients, de quelle manière on va l'implémenter dans nos systèmes? D'abord, on va le mettre dans notre CRM, on va indiquer nos résultats, les questions, les réponses de nos clients, on va les mettre dans notre CRM. De cette manière, on a la possibilité de suivre pour les mandats de nos clients les indicateurs qui ont été sélectionnés. On va pouvoir également indiquer et mettre en place des contraintes dessus. Et de façon régulière, on va quand même vérifier que les données importées dans notre système sont correctes. Parce que comme on l'a indiqué, il y a les fameux fichiers EET qu'il faut pouvoir intégrer au niveau des fonds des OPC qui sont dans les mandats et forcément les données directes de notre fournisseur de données Sustainalytics pour les titres vifs, pour pouvoir vérifier que les données soient bien intégrées et soient cohérentes. Donc ça, on peut pouvoir monitorer dans notre système tout cela. En conclusion, la réglementation, forcément, comme vous l'avez pu le voir, est en constante évolution. Les 3 questions que MiFID II nous demande de poser aux clients restent des questions techniques, donc il faut pouvoir les répondre de façon le plus pédagogue possible aux clients et leur expliquer notamment les différentes limites d'implémentation et leur donner une échelle pour qu'ils comprennent où on en est, parce que de toute façon, c'est quand même positif, il y a quand même une évolution positive de la finance durable. On va tendre vers un système qui est le plus propre possible. On a encore un peu de chemin, mais ça va dans le bon sens. Quelque chose de positif. On peut quand même rassurer les clients en indiquant que pour l'instant, il y a quelques limites, mais on tend vers une amélioration. Vous pouvez même, si vous voulez faire une allégorie, une comparaison, vous pouvez leur expliquer que vous, les CGP, les acteurs financiers, vous êtes les médecins de la finance durable et de la finance de marché, pardon. Et la finance durable est un peu le médecin nutritionniste. Le médecin nutritionniste ne va pas forcément proposer des produits qui vont régler le problème sur le court terme, mais on sait très bien que sur le long terme, les produits vont nous aider, vont être plus sains. Et donc forcément, la finance classique sera plutôt sur du court terme, tandis que la finance durable a une vision beaucoup plus long terme. Donc, ça sera forcément au client de choisir entre la finance plutôt classique ou intégrer des critères environnement, mais ils verront des résultats probablement plus loin dans le temps. Merci à tous. On va pouvoir passer à la partie du Q&A. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a actuellement 2 questions qui ont été posées sur le chat. Alors, la première, c'est quels sont les indicateurs les plus intéressants à suivre pour un client et comment, d'ailleurs, dû à la couverture de données. Voilà. Alors, actuellement, effectivement, comme on l'a dit, la couverture de données est assez réduite. Donc, pour l'instant, il y a des indicateurs qui sont plus ou moins intéressants à suivre, notamment au taux de couverture dans les mandats. Donc, on va parler dans les PAI, je dirais qu'il y a l'intensité carbone, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui ont déclaré leurs émissions de gaz à effet de serre. Et vu qu'on a également leurs revenus, on peut comparer entre les entreprises avec l'intensité carbone. Donc, c'est le PAI numéro 3 qui est l'intensité carbone.
On peut également prendre le PAI numéro 4, qui est les expositions de sociétés au secteur des combustibles fossiles. Ça également, on a pas mal de données dessus. On a tout ce qui est des ratios des déchets. Même si on a tout ce qui est eau, on n'a pas beaucoup de données, mais sur les déchets, on a un peu plus de données. Donc ça, encore, on peut comparer les entreprises entre elles au niveau des déchets qui sont émis dans la nature. On a les violations des principes de l'UNGC. Ça, de toute façon, c'est la définition de l'UNGC. C'est l'UNGC qui va donner des contraventions dessus sur l'entreprise. Donc, on a une liste qui est là. Et forcément, le dernier PAI, c'est PAI 14, qui sont sur les armes controversées, tout ce qui est minorité personnelle, armes chimiques et armes biologiques. Ça, de toute façon, c'est au niveau européen. Donc, c'est toujours bien de faire un rappel et de suivre ces indicateurs-là. Tout ce qui est taxonomie, pour l'instant, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il en est, parce que ça va beaucoup évoluer, mais forcément, pas forcément le mettre en avant, la taxonomie. Pourquoi? C'est parce qu'actuellement, c'est estimé. On estime que le secteur immobilier est très mis en avant, mais si ça se trouve, dans 6 mois, la définition va peut-être être les détails que les acteurs réglementaires vont mettre en place vont changer ces estimations-là, et il y aura probablement un autre changement qui sera quand les déclarations officielles sont faites. Donc, on va peut-être revoir au fur et à mesure du temps des changements au niveau de la taxonomie. Donc, c'est intéressant de la suivre, mais il faut également expliquer que potentiellement, les chiffres risquent de changer et de varier au cours du temps. J'espère que ça a répondu à la question. Une autre question. Les différentes questions que vous nous présentez ont-elles été validées par l'AMF ou un autre acteur? Dans quelle mesure êtes-vous confiant sur le fait que ces questions soient 100% compatibles à la réglementation? Ce sont officiellement, dans le MiFID 2, on nous demande de poser ces 3 questions. Donc, c'est officiellement, il faut poser 3 questions. Après, c'est à nous de créer ce questionnaire et d'orienter le client sur ce questionnaire-là. Donc, ces 3 questions sont officielles. Ensuite, autre question que j'ai notée. A priori, il manque des données ainsi que des limites difficiles à respecter. Que se passe-t-il si un client indique une limite qui n'est pas respectée par le produit? Alors, la réglementation, pour l'instant, nous permet de reposer la question au client. Donc, si par exemple, le client vous indique « je veux suivre 50% d'alignement à la taxonomie », vous pouvez déjà lui expliquer qu'actuellement, il n'y a probablement personne sur la place de Paris qui est capable de suivre cette limite-là. Mais surtout, vous pouvez lui demander de revoir son questionnaire. Vous avez l'autorisation de demander au client de changer ses réponses en lui expliquant de façon concrète ce qui se passe. Donc, vous avez l'autorisation de lui demander de changer. Si par exemple, il campe sur sa décision, là, vous n'êtes pas supposé lui vendre un produit. Mais vous avez la possibilité de lui demander de changer en lui expliquant concrètement pourquoi il faut changer. Et surtout, vous pouvez vous engager à garder ses préférences et plus tard, les implémenter quand les données seront accessibles. Et forcément, vous pouvez aller le revoir plus tard en lui expliquant maintenant les données qui sont cohérentes. Et donc, voici les résultats. Est-ce que vous souhaitez garder les limites que vous aviez demandées à l'origine ou est-ce que vous voulez les changer? Vous avez la possibilité de faire ça. Autre question. Alors là, je suis ravi parce que c'est assez animé. On en a encore quelques-unes en stock. Donc, j'ai une question sur les questions imposées par le cabinet de CGP au client final. Sont-elles les mêmes pour les fonds en portefeuille CIF ou pour les fonds UC en assurance vie? C'est toutes les mêmes. C'est tous les clients tous les types de produits. C'est les mêmes questions à poser aux clients. Si un client va dans sa banque et souhaite créer un compte en bourse et avec des fonds dedans, il aura ces 3 questions dessus. Un CIF, pareil, un CGP, il devra poser les mêmes questions à son client, à toutes ces personnes-là. Ce sera toujours les mêmes questions au client. Ok. Autre question, comment êtes-vous challengé par la récupération des données clients où vous ne possédez pas de mandat, ceci afin d'avoir une vue globale de leur situation? Alors, la question, on n'a peut-être pas précisé tout à l'heure, les questionnaires est à poser au moment où le client veut investir, donc nouveaux clients dessus. Donc, les anciens clients, on peut leur demander, leur envoyer le questionnaire, mais on n'est pas obligé. Donc, forcément, on peut très bien aller faire un point avec le client et lui dire est-ce que vous souhaitez répondre au questionnaire, mais c'est uniquement, on est obligé de lui
poser ce questionnaire s'il compte créer un mandat. Donc, il n'y a pas vraiment de challenge, il sera à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. À voir. Et ensuite, alors pour le début, j'arrive pas bien à… Ah oui, donc un investissement, un client sur un investissement souhaite que cela respecte les critères suivants, 50% sur des entreprises qui agissent positivement sur l'environnement et 50% sur des produits ayant un objectif d'amélioration de l'environnement et du social. A priori, est-ce que je ne peux respecter que ces deux critères? Ces deux questions-là ne sont pas partie du questionnaire de MiFID II. Donc, vous pouvez poser ces questions si vous le souhaitez à votre client, mais ça ne fait pas partie c'est pas de cette manière-là que le questionnaire a été produit. Donc, c'est un questionnaire qui est réglementaire, qui est obligatoire. Si vous souhaitez poser des questions de manière différente, si un client souhaite exprimer des challenges différents, là, c'est autre chose. C'est un autre, on va dire, un autre sujet. Et forcément, vous pouvez utiliser des données qui sont demandées par réglementation pour répondre à ces questions. Après, à vous de définir votre propre méthodologie pour pouvoir calculer et représenter ces questions. Alors, j'ai une autre question alors que je trouve particulièrement difficile pour y répondre. Si le client répond positivement sur l'alignement de la taxonomie, mais présente un profil sécuritaire ou prudent, quelles sont les options en tant que conseiller? Comme je vous disais tout à l'heure, en tant que conseiller, vous pouvez lui expliquer concrètement que si vous voulez avoir un alignement à la taxonomie, mais être prudent, il peut y avoir des limites d'implémentation pour telle ou telle raison. Donc forcément, vous avez que ces produits, vous avez que ces types de produits-là dessus. Alors vous avez probablement plusieurs produits qui sont avec un niveau de risque SRI qui est autour de 5 ou 6, sauf que ce sont les seuls instruments qui ont des alignements à la taxonomie. Donc, il faut pouvoir expliquer, encore une fois, de façon le plus pédagogique possible au client qu'il peut y avoir des limites par rapport au panier de produits qui pourront être mis dans son mandat. Donc, c'est là aussi également cette limite dessus, c'est votre profil financier versus votre profil extra-financier. Il va pouvoir avoir des produits qui soient cohérents dessus. Il faut bien lui expliquer les différents risques. C'est au gestionnaire d'actifs, au CGP, de bien expliquer au client que tous les critères que vous voulez implémenter, il y a forcément des limites concrètes derrière. J'espère que ça répond à la question. On va continuer parce que nous en avons encore beaucoup. Quelles mesures doit-on prendre pour vérifier la qualité des datas proposées par des acteurs externes, limite, nature, périodicité de revenus? Voilà, c'est un sujet d'ailleurs, on peut même peut-être faire le parallèle avec ce qui s'est passé sur SVB et la régularité des datas, parce que c'était une note qui avait une société qui a une excellente qualité de crédit et une très bonne note ESG, et pourtant, il s'est passé ce qui s'est passé. Alors, c'est deux sujets différents parce que les notes ESG, c'est une méthodologie propriétaire des fournisseurs de données ESG. Donc, Sustainalytics, MSCI, Moody's, etc. Ils ont tous une méthodologie différente. Ça, c'est leur méthodologie de scoring, de notation des entreprises. Là, on parle, la MiFID II, ce sont des indicateurs. Donc, c'est autre chose, c'est une façon différente de mesurer les données. Et c'est également des données qui sont officiellement produites. Donc, dans le cas de SVB, il n'y a aucun indicateur de la réglementation actuelle qui est vraiment orienté sur la gouvernance. Le seul indicateur qui est demandé dedans, ce sont les controverses sur la gouvernance. C'est la deuxième question sur l'investissement durable. Jusqu'à présent, en fait, il n'y avait aucune controverse sur la gouvernance par SVB. Donc, effectivement, aucune controverse. Donc, potentiellement, sur la question numéro 2, sur l'investissement durable, SVB pourrait passer. Et on a forcément des différences de données entre les fournisseurs de données et également la manière dont ils vont exprimer ces données. Je donne un exemple. Entre deux fournisseurs de données, la biodiversité, ils peuvent très bien dire il y a un impact, oui ou non, sur la biodiversité. Donc, ça va être le champ, ça sera oui, non. Versus un autre fournisseur de données qui va dire il y a X% de l'entreprise qui impacte la biodiversité. Donc, effectivement, entre les fournisseurs de données, on va avoir des différences déjà de métriques
et également de coverage. Il y a certains fournisseurs de données qui sont expérimentés en intelligence artificielle, donc ils vont estimer une énorme quantité de données. Mais forcément, encore une fois, c'est estimé. Donc, en fonction du fournisseur de données, vous aurez un taux de couverture qui sera vraiment très différent entre les fournisseurs de données. Ça ne veut pas forcément dire que l'un ou l'autre a une meilleure donnée. Ça va vraiment dépendre de leur système, etc. Et comme je disais, quand on aura les données officiellement produites, donc en 2025 au plus tôt, là, on pourra voir quel fournisseur est plus proche de la réalité. Malheureusement, il faut être un petit peu patient. Et ça, c'est vrai, effectivement, un autre mythe, c'est trouver le fournisseur de données qui est le plus crédible à votre sens et qui a un taux de couverture assez large pour pouvoir répondre à vos questions. Le questionnaire est à remplir par le client une seule fois ou à renouveler chaque année? Alors, pour l'instant, c'est une seule fois. Et vous pouvez décider de le faire. Si, par exemple, vous faites un point avec le client une nouvelle fois, vous pouvez très bien lui reposer les questions quand vous faites un bilan. Mais le questionnaire est à poser uniquement quand un client souhaite investir de l'argent. Donc, créer un mandat, vous devez lui poser les questions. Et donc, c'est une fois que vous posez la question, au minimum. Est-ce que chaque conseiller en gestion de patrimoine doit mettre en place sa propre politique d'investissement ESG? C'est conseillé de le faire. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas obligatoire, mais actuellement, il y a beaucoup toutes les sociétés de gestion ont maintenant une politique en termes de durabilité. Donc, c'est toujours préférable d'en avoir une, notamment, surtout s'il y a certaines, dans justement la réglementation et les fameux fichiers EET, il y a plusieurs réglementations qui vont vous demander ce que vous faites au niveau de la durabilité. Quelle est votre stratégie? Donc, si vous n'en avez pas écrit une, vous allez dire qu'il n'y a pas de stratégie en termes de durabilité. Vous avez la possibilité de dire que vous n'en avez pas. Mais il est quand même préférable d'en définir une. Et du coup, par exemple, autre question, si un client répond non aux questions en matière de finances durables et voir, doit-on poser les différentes questions, les 3 questions dans le détail? Et s'il répond toujours non aux 3 questions, comment cela se traduit-il pour une proposition en assurance vie? Donc concrètement, le cabinet doit-il ou pas prendre en compte quand même ces critères ESG ou peut-il vraiment proposer une allocation sans contrainte? Si le client répond non, il n'y a pas de contrainte à implémenter. C'est comme pour tout. On doit effectivement demander son niveau de risque, donc le SRI au client. S'il dit qu'il n'a pas de niveau de risque, vous pouvez proposer n'importe quel produit. C'est de la même manière ici et pour la finance durable. S'il répond non, je n'ai pas besoin de répondre à votre questionnaire en termes de durabilité. Il n'y a pas de contrainte à implémenter. Vous pouvez décider, si vous le souhaitez, de suivre des indicateurs dessus, sans mettre de limite. Et vous pouvez toujours lui envoyer des résultats dans votre rapport mensuel ou annuel. Si vous avez un rapport que vous souhaitez envoyer à votre client pour lui expliquer voici les résultats de votre mandat ou votre compte, vous pouvez très bien lui envoyer des métriques. Mais s'il répond non au questionnaire, vous n'avez pas du tout besoin de suivre ou de le faire. OK. Dans la continuité, un client existant donc qui a déjà investi, alors là, on ne parle pas forcément d'une revue annuelle ou d'un point trimestriel, il veut refaire un nouveau versement. Donc, ça, quelque chose de concret. Doit-on appliquer ou pas ce questionnaire? Oui, on doit quand même poser la question. S'il souhaite remettre de l'argent, on doit lui poser la question. OK. Les questions, les 3 questions. Donc, on va lui proposer le questionnaire s'il souhaite réinvestir de l'argent, faire une souscription. D'accord. Autre question, alors qui concerne plutôt un point de vue réglementaire. MiFID II a été modifié afin d'intégrer la démarche Sustainability, donc les aspects ESG, mais les obligations de recueillir les objectifs d'information étaient déjà présents. Alors, c'est peut-être plus une remarque d'ailleurs qu'une question. À la rigueur, qu'en penses-tu? On nous demandait effectivement de produire de plus en plus surtout depuis le 1er janvier 2023, de produire des documents précontractuels et dans nos rapports périodiques d'indiquer toutes ces métriques-là. Donc effectivement, on n'a pas forcément le questionnaire et ce qui était demandé de produire sont 2 choses qui sont séparées, même si on parle de la même chose. Donc effectivement, on nous demande de produire toutes ces métriques de plus en plus. On nous demande de les mettre en avant. Et en plus,
on nous demande ce fameux questionnaire. Donc, effectivement, on nous demandait déjà de produire de plus en plus des données au fur et à mesure, mais là-dessus. Mais maintenant, on a en plus, avec MiFID II, ce fameux questionnaire. Donc, MiFID II est une réglementation, la taxonomie est une autre réglementation, et CFDR en a une troisième réglementation, et CSRD en a une quatrième. Donc, c'est juste qu'elles s'interagissent entre elles. C'est quatre choses différentes, mais qui ont des connexions les unes avec les autres. Alors là, j'ai une question, mais je ne sais pas si tu auras la réponse. J'essaie quand même. Harvest, donc, qui est un des providers ou qui accompagne énormément les indépendants et les banques privées ou même les banques sur la partie réglementaire, qui fournit énormément de données, a également développé un questionnaire ESG. Et donc, on me demandait si tu avais pu le voir et si tu avais une opinion sur ce questionnaire. Alors, je ne l'ai pas vu, donc mais je vais prendre note. Et je vous répondrai si la personne qui a posé la question peut nous envoyer un mail et je lui répondrai à cette. Si tu as noté la question, noter la personne, on lui renverra un message après avoir étudié ce questionnaire. Un retardataire dont me demande si on peut juste refaire un focus sur les 3 questions AMF qui doivent être posées aux clients. Alors, ces 3 questions AMF, c'est le MiFID 2, il veut dire. Oui. Donc, on va le reprendre plutôt tout en haut, ce sera plus simple de cette manière-là. Donc, la MiFID 2, je prends le graphique qui résume un peu tout. On va poser donc 3 questions pour MiFID 2. La première question, c'est sur le pourcentage minimum d'alignement à la taxonomie. On parle d'alignement. Donc, sur l'alignement, vous avez les activités vertes qui répondent et qui sont éligibles à un des 6 objectifs. Et il faut être capable de pouvoir mesurer son pourcentage d'alignement. Ça, c'est la première question, l'alignement à la taxonomie. C'est la première question. La deuxième question, c'est l'investissement durable, qui est le pourcentage d'investissement durable que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille ou mandat au sens de SFDR. Donc ça, c'est une définition qui est propre à chaque société de gestion. Il n'y a pas de définition officielle, comme c'est le cas pour la taxonomie. Et la troisième question à poser, est-ce que vous souhaitez prendre en considération les PAI, les Principal Adverse Impact, qui sont des indicateurs de performance. Il y en a 18 obligatoires à suivre et le client peut sélectionner certains indicateurs qu'il souhaiterait suivre. Il y en a 14 au niveau des entreprises, 2 au niveau des govies et 2 au niveau des entreprises immobilières. Et ça, effectivement, c'est au niveau… tout ça, il faut le suivre au niveau des mandats et des OPC. Pour rappeler sur ces 3 questions, comme je le disais, SFDR est une réglementation, la taxonomie en est une autre. Et MiFID 2 va piocher dans la réglementation SFDR les 2 concepts de l'investissement durable et des PAI et va piocher dans le concept dans la taxonomie. Donc, ces 3 questions viennent de 2 réglementations différentes. Et ce sont 3 définitions différentes. La taxonomie, je rappelle, est un concept uniquement environnemental. Ce sont des activités, des objectifs qui sont environnementaux. Durable va prendre en considération des concepts environnementaux et sociaux et gouvernance pour quelque chose qui est durable. Tandis que les PAI, ce sont des indicateurs indépendants. Donc, chaque indicateur, ce sera soit de l'environnement, soit du social, soit de la gouvernance. Il y en a plusieurs indicateurs. Techniquement, vous en avez 64 au total, il y en a 18 qui sont obligatoires. Et d'une manière générale, je pense qu'on enverra la présentation. On a eu quelques demandes oui. Voilà, pour apporter un peu plus de matière sur ce qui a été évoqué. J'ai une autre question qui est une vraie question. On a parlé que la réglementation a fortement évolué. Tu as même expliqué d'ailleurs qu'il y avait un projet sur les prochaines années. Il y avait un calendrier réglementaire assez fourni. Mais question qui concerne MiFID 2 sur les obligations, penses-tu que les obligations vont se durcir et que potentiellement les sanctions en cas de non-respect vont pouvoir arriver par les autorités très prochainement, on va dire dès 2023 ou plus tard? Le but de la réglementation est d'éviter le greenwashing. C'est le but principal de cette réglementation.
On a même d'autres autorités dans le monde qui également suivent aux États-Unis. Vous avez des entreprises qui ont reçu des amendes parce qu'ils ont menti sur les investissements et les fonds labellisés verts, alors qu'ils n'étaient pas forcément verts. Et donc, ils ont reçu des amendes. Et c'est également le cas en Europe. Donc, effectivement, les critères vont être de plus en plus durs. Et donc, forcément, c'est pour pouvoir forcer les entreprises à être les plus transparentes possibles, et surtout les plus honnêtes possibles. Donc, si vous ne respectez pas dessus, vous allez forcément avoir des amendes qui vont arriver. Après, ce sera à la hauteur de ce qui a été fait, mais forcément, ça va se durcir. Et comme on dit que ça évolue, quand on parle du but, c'est par exemple, on parlait des scorings, des scorings, disant que chaque entreprise a sa méthodologie. Le but de cette réglementation, c'est de pouvoir comparer les produits entre eux. Donc là, on voit que la deuxième question, c'est investissement durable. On est supposé dire qu'on veut pouvoir comparer les fonds entre eux. Malheureusement, c'est une méthodologie qui est faite par gestionnaire d'actifs. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment comparer entre deux produits le pourcentage de durabilité. Mais on veut tendre là-dessus. Donc forcément, dans plusieurs années, il y a une définition plus précise d'investissement durable qui va être mise en place, qui va potentiellement remplacer les scores qui sont utilisés par les agences de notation. Les scores de Sustainalytics, MSCI, etc. Potentiellement, ils vont être remplacés potentiellement par ce pourcentage d'investissement durable. Mais ça sera peut-être dans 5, 10 ans, parce que pour l'instant, chaque société a sa propre définition. Mais on a vraiment l'impression que la réglementation veut unifier et mettre tout le monde avec la même définition pour pouvoir comparer les produits entre eux. Expliquer à un client, tout le monde va dire « mon fonds est extrêmement durable, extrêmement vert ». L'autre personne va dire la même chose. Comment compare-t-on un produit à l'autre? Actuellement, c'est très difficile. En plus, on a beaucoup de questions à poser et beaucoup de termes techniques. Mais la réglementation va forcément être de plus en plus précise avec l'expérience. Alors, ça y est, un peu moins de questions. Par contre, j'en profite parce que c'est des demandes qu'il y a eu. Alors, j'en ai un peu parlé avant. Naturellement, le support de présentation sera disponible sur demande. Le replay du webinaire sera disponible sur la plateforme Occur ou sur la chaîne YouTube d'Occur. Donc, nous pourrons vous faire parvenir naturellement tant les supports que le lien. Pour compléter, Stanislas et moi-même, nous tenons, d'ailleurs, et même les équipes de Richelieu Gestion, nous tenons à votre disposition pour compléter les informations qui pourraient apparaître aujourd'hui, ou même pour vous accompagner tout simplement si vous avez des demandes ultérieures. Et je tenais à vous remercier et à remercier d'abord Stanislas pour le travail fourni et la présentation, et surtout à remercier l'entièreté des participants qui étaient nombreux aujourd'hui, c'est un plaisir, et surtout avec un certain nombre de questions qui marquent vraiment l'importance du sujet aujourd'hui. Donc, j'espère que nous avons pu vous apporter des réponses, peut-être lever d'autres points. Mais en tout cas, comme dit, toutes les équipes de Richelieu Gestion seront disponibles ultérieurement pour répondre à quoi que ce soit. Stanislas? Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé et m'avoir écouté pendant ces 3 quarts d'heure. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement. Je vais vous mettre d'ailleurs le contact directement dessus, ce sera plus simple. On va revenir tout en bas. Vous avez les contacts directement pour plus d'informations. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Au revoir, bonne journée.